patrie, mais pas que, il est également psychologue. Pourquoi? Il vient de publier tout récemment une tribune révélant ou relatant, revenant sur 10 stratégies, 10 astuces pouvant permettre au président de la République de consolider les acquis pendant son deuxième mandat. Mais quels sont ces acquis, mesdames, messieurs? Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de votre émission Dites-nous la vérité, qui reçoit pour vous Anissé Yoromboranyama. Bonjour et bienvenue. Bonjour, très cher Élisée Odia. Mais je suis très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Communicateur de la patrie, ça veut dire quoi? Communicateur de la patrie, je suis congolais, je suis patriote, je suis né dans ce pays, j'ai fait mes études ici en République démocratique du Congo. Un patriote, c'est celui qui aime son pays. Je suis journaliste, je suis enseignant à l'université, je suis conseiller en communication dans un ministère, je suis analyste politique, analyste économique. Je suis un Congolais dévoué à la cause nationale et mon pays a besoin de moi, et tout comme il a besoin de vous, cher Élisée Odia. Le pays a besoin de tout le monde. C'est le patriotisme. C'est ça, un communicateur de la patrie. Qu'est-ce que vous incluez dans la communication de la patrie? C'est quel type, vous avez dit, vous êtes enseignant, journaliste. Qu'est-ce qu'il y a dans la communication patriotique ou pas Dans la communication de la patrie, vous savez bien que notre pays traverse des moments difficiles sur le plan économique, sur le plan politique, la guerre dans l'Est. Le patriotisme s'incruste dans tout ça, en fait. Parce qu'il faut vendre aujourd'hui une image positive de la République démocratique du Congo. Même si les choses ne sont pas positives. Vous savez très bien, les choses ne sont pas... Dans la vie, il y a des choses positives et des choses négatives. Voilà. Tout n'est pas positif. De la même manière, je dirais que tout n'est pas négatif. Mais il y a des choses à défendre. Il faut aujourd'hui parler, faire entendre notre voix par rapport à la guerre dans l'Est de la République. Il faut faire entendre la voix par rapport au déséquilibre ou à l'équilibre macroéconomique. Tout est possible dans ces pays. Et nous devons parler de notre pays aujourd'hui. La particularité, par exemple, la transition énergétique. Nous représentons une force sur le plan mondial en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc nous sommes dans un pays qui a beaucoup de potentiel. Il faut le vendre avec ses difficultés et avec ses potentiels, avec tout ce que nous avons comme... parce que je ne cesse de dire que tous les Congolais doivent se mettre au travail. Nous devons soutenir le chef de l'État, le président inoxydable, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je l'appelle inoxydable. Il est inaltérable par rapport à sa constance. Vous abusez quand même de qualificatifs. Vous n'avez pas l'impression d'abuser quand même de certains qualificatifs. Bon, on continue, vous nous parlerez. C'est moi qui donne les réponses, vous posez les questions. Définissez, mais bon, inoxydable, oui, inaltérable. Vous avez fait le journalisme, on nous a toujours demandé quand même de nous méfier de tout ce qui est qualificatif. Mais vous définissez également comme étant un psychologue. Oui. C'est ce côté-là inoxydable, insouloucable du président de la République Madame Élisée Odia, je vais répondre à cette question-là parce que la psychologie, ce n'est pas Socrate qui définit les concepts, ce n'est pas Molière, c'est Anissé Yoromboranyama, en République démocratique du Congo. J'assume. C'est quoi la psychologie? Parce que moi, je suis psychologue. La psychologie, c'est le fait pour moi de considérer que la vision du président de la République est en train de prendre corps. C'est une vision qui se matérialise. Quelle est cette vision? Nous avons affaire à un Tshisekedi qui promet des choses qu'il réalise. Je viens aujourd'hui réparer une grande injustice. Parce que je constate de plus en plus que les Congolais, nous sommes des hommes qui s'autoflagellent. Nous sommes des hommes qui pensent que tout est négatif. Nous sommes trop défaitistes. Pourquoi sommes-nous défaitistes? Nous avons un pays, nous avons un président qui a commencé à faire du bon travail. Il a une vision, des réalisations palpables. Nous pouvons les toucher, les réalisations du président Tshisekedi, nous allons les citer, si vous voulez, et j'en ai beaucoup. Je suis un homme qui aime beaucoup le président de la République. Je ne me cache plus. J'ai constaté qu'il y a nombreux qui ne l'aiment pas. Acceptez que moi je l'aime. Je l'aime beaucoup à travers ce qu'il fait. Sa vision est limpide. Sa vision est pragmatique. Sur le plan économique, le pays est redevenu florissant. La République démocratique du Congo est un pays qui respire. Parce que le président Tshisekedi a trouvé une République démocratique du Congo à court d'oxygène. C'était un pays exsangue. Mais aujourd'hui, le pays refait surface. La République démocratique du Congo battait de l'aile. Mais aujourd'hui, nous avons une RDC qui reprend du poil de la bête. Et moi,
Je suis ces Congolais qui pensent qu'il faut soutenir le président de la République. Il a encore 5 ans. Je ne peux pas me mettre du côté de ceux qui les vilipendent, ceux qui les clouent au pilori. C'est pas ça qui va faire avancer le pays. Ou ceux qui lui demandent Moi, je de le juste soutiens mieux pour faire qu'il au avance. lieu de lui serrer le pompe, au lieu de aller d'être plus dans le dialélo, comme on aime le dire C'est ici. pas les dialogues. C'est ça justement, et ça je dois y répondre. Vous savez que dans ce pays, chaque fois que quelqu'un se présente comme défenseur d'une cause noble, et surtout lorsqu'il s'agit d'une cause derrière laquelle il y a un grand homme, comme un chef d'État, on vous qualifie de dialoguiste. Moi je vais vous dire, madame, j'ai fait des petits tweets. Mon compte Twitter aujourd'hui, c'est des insultes. Les gens qui écrivent là-bas, non mais c'est monsieur, c'est un flagorneur. Moi je ne suis pas flagorneur ou flatteur. Je ne suis pas un turiféraire. Je suis un Congolais qui a ouvert les yeux, qui n'a pas honte de défendre le président de la République. Et de dire qu'il aime le président de la République. Et puis C'est votre droit d'ailleurs. beaucoup particulier. Oui, c'est mon droit. L'article 23 de la Constitution dit que tout le monde a la liberté de s'exprimer, la liberté d'expression. Et moi, j'ai dit des choses que j'essaie de défendre. Le dialoguisme, c'est lorsque vous dites des choses sans soubassement. Moi, j'ai un soubassement. Et si vous avez des questions, j'y réponds. Mais ça y est, on commence déjà. On va vous poser des questions. Moi, j'ai lu avec attention, de manière assez assidue, votre tribune, revenant sur 10 stratégies pouvant permettre à Félix Tshisekedi de consolider des acquis. Mais la première question est celle de savoir, même pas la première, en tout cas par rapport à la tribune, c'est déjà de savoir quels sont les acquis à consolider. Beaucoup d'acquis à consolider. Je vais les citer. Le premier acquis, au-delà de ce que j'ai cité comme stratégie, parce qu'il y en a 10 là. On parlera. J'y arrive, je suis là. Les 10 stratégies, d'ailleurs, je ne sais pas ça votre question, c'est pour dire simplement qu'il s'agit des stratégies à titre indicatif. Parce que ce n'est pas 10, hein, il y en a beaucoup, les stratégies. On pourra ajouter. Mais en ce qui concerne les acquis, ne vous en faites pas, je vous connais bien, je connais votre style, madame. Je ne fuirai aucune question. Je vais répondre à toutes vos questions aujourd'hui. En termes d'acquis, prenons les réalisations du chef de l'État, ce qu'il a fait pendant son premier quinquennat. Et ici, je dois faire une mise en exergue sur le fait que le président Tshisekedi n'a pas géré la République démocratique du Congo pendant 5 ans. Non, les 5 premières années, il faut dire que les 2 années et demie, les 2 premières années et demie, c'était une gestion chaotique, méphistophélique, avec le FCC de triste mémoire, qui mettait des goulets d'étranglement dans la gestion du président de la République. Il n'avait pas les mains libres. C'était un président Tshisekedi ligoté. Ligoté par les anciennes pratiques que nous n'acceptons pas. Mais à partir du gouvernement Sama Lukonde, je vais vous citer quelques réalisations ou quelques acquis. Le premier acquis, les gens vont attendre ce qui est matériel. Non, il y a un volet immatériel. Tshisekedi est un homme qui aime ce pays, ses intentions dans la manière de faire les choses, c'est un acquis pour nous dans ce pays. Parce que tout commence par les intentions. Est-ce que ce que vous faites, vous le faites avec des bonnes intentions? Mais on ne peut pas l'évaluer, oui, c'est abstrait les intentions. Mais ce sont ces intentions qui ont engendré ce que je vais commencer à citer. En second lieu, prenons les infrastructures, des transports. Il y en a assez. Les transports routiers, les routes, il y en a beaucoup, je ne peux pas les citer. Il y en a où? Je vais commencer à les citer, j'ai la parole, madame. Entre Kananga et Mbujimaï, c'est en cours de construction. Allez dans l'Est. Vous parlez de quelqu'un qui a excusez-moi, mais j'ai le droit quand même, j'ai le droit. Vous ne parlez pas de quelqu'un qui reste là. Moi, j'ai eu le temps de faire la route au Kananga, Mbujimaï. La dernière fois, à quel moment non, mais j'étais là. Il y a eu, avec la dernière fois, on a eu des sérieux problèmes. Alors, excusez-moi. La dernière fois, c'est quand? Non, c'est pas le problème de la dernière fois. Laissez-moi répondre. Bah oui, mais dites vous des choses répondez aux palpables. questions ou vous posez des questions? Dites des choses concrètes et palpables. Vous posez des questions ou vous... Non, je ne réponds pas, mais j'essaie de mettre aussi des... Et l'évaluation, c'est le public qui nous suit, qui va mais côté. Je fais partie de ce public. C'est le public qui saura si j'ai tort ou raison. Et les gens de Mbujimaï et de Kananga qui m'écoutent, si je suis menteur, quand je dis que c'est en cours de construction, ils savent que j'ai raison. Première chose, les routes. Allez vers Beni Butembo, on est en train de construire partout. Ici à Kinshasa, ça et là, il y a des routes Zolana, je ne vais pas citer, vous avez des exemples. Là, c'est du côté route. Prenons les infrastructures de transport aéroportuaires. Parlons ici des aérogares. Il y a de très belles aérogares. Oh. Et je vous regarde droit dans les yeux. Vous êtes allé à Boende? C'est moi, je suis conseiller en communication des ministres des Finances. Allez, on y Madame, va. j'ai quelques informations à vous donner. Aérogare, on y va. La belle aérogare de Boende. Presque
en finition. Les travaux vont prendre fin. D'accord. Je vais vous citer la belle aérogare de Kolwezi. C'est tangible. Commencez du temps de Mobutu. Il n'y a pas de problème. Du temps de Kabila. Au nom du principe de la continuité de l'État. Mais vous avez dit tout à l'heure décrié la cohabitation ou la coalition. Oui, la cohabitation était mauvaise, oui. Mais pourtant, il y a quand même, vous bénéficiez des acquis. On ne bénéficie de rien. La République démocratique du Congo nous appartient à nous tous. Le président Tshisekedi, s'il était un mauvais président, il pouvait dire, bon, tout ce que Kabila a commencé, il faut sursoir. Je vais reprendre à zéro. On a vu dans ce pays des gouverneurs détruire des maisons à 4 étages parce que lui veut construire un nouvel étage qui lui appartient, de nouveaux étages. Pour qu'on dise c'est lui qui a commencé à. Donc tout n'a pas été mauvais pour lors du FCC. Je ne dis pas que tout était mauvais. Mais quand vous... Il y a des choses sur lesquelles le président s'appuie pour monter. Mais la gestion, la cohabitation n'était pas bonne. Elle était une cohabitation machiavélique. Elle n'était pas bonne. Des ministres qui pouvaient manquer du respect au président, ne m'amenez pas à citer des exemples, il y en a assez. On continue avec donc, les parmi acquis. les exemples que je vais encore citer, parlons de la construction de belles aérogares. J'ai cité 2 déjà. Boendé. Vous voulez ajouter une autre aérogare? Non, mais vous avez dit qu'il y en avait beaucoup. Je passe à autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de choses à citer. Les écoles. C'est plus de 1000 écoles dans le cadre du programme PDL, 145 territoires. Plus de 1000 écoles. Je suis sérieux, madame. Les centres, les hôpitaux, c'est plus de 1000. La gratuité, les acquis, parce que vous parlez des acquis, il y en a beaucoup. La gratuité de la maternité. Aujourd'hui, quand une femme est enceinte, pendant les 9 mois, la prise en charge, c'est l'État, le trésor public, jusqu'au 30e jour d'après l'accouchement. Donc ça fait 10 mois pratiquement. C'est des choses qui n'ont jamais existé. La gratuité de l'éducation dans ce pays. Est-ce que vous savez, madame, que le développement est tributaire de l'état d'esprit, de l'éducation? Notre système éducatif, avant que le président Tshisekedi n'arrive, était rétrograde, anachronique. Voilà quelqu'un qui vient imprimer une nouvelle image sur notre système éducatif. On vous entend parler, c'est comme si la République démocratique du Congo n'existe que depuis l'avènement de Félix Tshisekedi, alors que beaucoup de choses... À partir de l'avènement de Félix Tshisekedi, il y a des choses qui sont faites et moi je m'appuie sur ces choses-là. Et ma dialectique a tout son sens. Les écoles, les hôpitaux, la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité dans le cadre de la santé universelle, la couverture santé universelle. C'est des choses tangibles. Je vais plus loin, madame. Parce que citer les réalisations de Tshisekedi en termes d'acquis, mais on va passer toute la journée ici. Autre chose que je vais citer, le centre financier. Vous avez déjà été au centre financier de Kinshasa, madame? Vous les connaissez? En face des affaires étrangères. Je vais décrire un peu, je vais dépeindre un tout petit peu le centre financier. Là-bas, on va héberger le ministère des Finances. Le centre financier va héberger le ministère du budget. Il va héberger un autre ministère qui n'était pas programmé, du numérique. Je suis sérieux dans ce que j'ai dit. Toutes les régies financières, donc la DGI, la DGDA, la DGRAD. Et sur le plan africain, je prends le courage et je parle ici avec une voix péremptoire pour dire que pour la toute première fois en Afrique, on a un centre financier qui répond aux standards internationaux. Le centre financier que nous avons là, madame... Vous êtes dans l'extrapolation. Oui, mais moi, je suis un homme qui dit la vérité et vous pouvez vérifier. Non, mais les téléspectateurs vont le faire et vous prendront au mot. Le centre financier construit par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président inoxydable, est un centre financier, c'est un bijou au cœur de l'Afrique. Parce que quand vous y êtes, vous êtes dedans, je vais d'abord dire quelque chose avant de continuer. Je dois vous rassurer que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est le président dont rêvaient les Congolais. Donc, attendez, j'ai la parole, pourquoi vous parlez au nom des Congolais? Parlez en votre nom. C'est le président dont commencent à s'inspirer même les autres chefs d'État africains. Vous savez, après la prestation des serments au stade des martyrs, le président de la République est allé avec ses hôtes au centre financier. Mais j'ai vu des présidents africains être éblouis. Éblouis. Estomaqués, si vous voulez. Ils étaient effarés de constater qu'à Kinshasa, on a un centre financier qu'on n'a jamais vu. Ouais, c'est qu'on n'avait jamais fait un tour à Abidjan. Non, attendez. Parler des infrastructures, Kinshasa, Abidjan, Côte d'Ivoire. Abidjan, autre chose, ils sont en avance par rapport à nous. Mais je suis en train de parler du centre financier, madame. Ouais. Et par rapport au centre financier, pour démontrer que c'est le meilleur en Afrique, nous avons l'Afrique du Sud qui a un centre financier, dont la salle de congrès, parce qu'ils ont une salle de congrès à l'intérieur,
n'a qu'une capacité de 2500 personnes. Mais ici, c'est 3000 personnes. C'est ça qui fait la différence. Nous aurons l'hôtel Marriott avec minimum 240 chambres. 4 suites présidentielles. Vous parlez suites vous ordinaires. parlez d'une province qui compte 12 millions d'habitants. 2500 là-bas, 240 là-bas. Qu'est-ce que les 2 millions, 15 millions, 18 millions par exemple des Quinois gagnent avec toutes ces constructions? C'est quoi l'apport? Oui ou non, vous savez que la vie est un processus. En 2 ans et demi, je suis en train de citer les réalisations de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est comme ça que je les qualifie mais de président. Pas d'impact l'impact de l'impact financier sur le panier de la ménagère. Oui, j'arrive. Cette question-là, je vais y répondre. Je suis encore au niveau des acquis. Oui, j'arrive à tout ça. J'ai des réponses claires et nettes. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est le président le plus crédible de l'histoire de la République démocratique du Congo. Au vu de ce qu'il a fait en 2 ans et demi, les autres chefs d'État, je ne peux pas les dénigrer. Non, ils ont chacun fait ce qu'il pouvait. Mais Tshisekedi en 2 ans et demi a fait ce que nul n'a pu faire dans le passé, parmi nos chefs d'État. Certains affirment qu'on est plus pauvre qu'il y a 5 ans. Attendez. Qu'on est plus pauvre qu'il y a 10 ans. Hein. Pour certains, il y a une paupérisation de la population. La ville où le pays est plus sale qu'avant. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a trouvé le peuple dans l'impécuniosité la plus totale, le manque d'argent. Il a trouvé le peuple clochardisé et paupérisé, comme vous le dites. Mais comme la vie est un processus, il a commencé à poser des jalons. Les jalons qu'il est en train de poser sont des jalons qui relèvent de la politique structurelle, pas conjoncturelle. Il pose des actes structurels. Parce que les structurels, c'est vraiment la fondation. C'est du béton qui va permettre à la République démocratique du Congo de décoller sans beaucoup de difficultés. Donc, s'il faut parler des acquis du président Tshisekedi en 2 ans et demi, non, même sur le plan africain, il fait partie des meilleurs. Alors, répondez à ma question, l'impact de ce centre financier sur le panier de la ménagère. J'y arrive. Est-ce que vous savez qu'un travail de qualité ne peut être produit que dans un espace qui répond aux normes? Toutes les structures que je viens de citer, les ministères, et l'exemple le plus important, c'est que nous aurons dans ce centre financier les régies financières. Mais le travail de mobilisation des recettes sur le plan interne, ce sont les régies financières. La stratégie de mobilisation des recettes, c'est le ministre des Finances. Parce que nous avons ce que nous appelons la politique budgétaire et la politique monétaire. La politique monétaire, c'est la Banque centrale du Congo. Mais la politique budgétaire est gérée par les services gouvernementaux. Ça veut dire que pour que nous ayons des ressources pouvant nous permettre de répondre à nos besoins, nous devons avoir ceux qui mobilisent les recettes, les entreprises pourvoyeuses des recettes travaillent dans des conditions viables. Ça va avoir des effets d'entraînement que vous ne pouvez pas imaginer. Des effets d'entraînement incommensurables, des effets d'entraînement positifs sur le panier de la ménagère. Donc le fait que ces entreprises, ces régies financières seront en train de travailler dans des conditions viables, cela aura un impact sur le social. Absolument. C'est ça. Alors, je vais maintenant entrer en profondeur. Nos régies aujourd'hui, je vais citer un homme que les gens parfois ne comprennent pas très bien à travers ces méthodes. Nicolas Kazadi, le ministre des Finances. Parce que c'est lui le patron aujourd'hui. C'est lui le mobilisateur des recettes. Il y a des réformes clés. La première réforme que je vais citer ici, madame, c'est la réforme qu'on appelle la facture électronique normalisée. C'est quoi la facture électronique normalisée? C'est cette réforme qui va permettre à la RDC de capter de façon professionnelle, de façon directe, les recettes de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Vous savez que la République démocratique du Congo continue à dépendre des commerçants. Donc quelqu'un vend, les Congolais payent l'impôt chez lui, et puis c'est lui qui vient reverser à la DGI. C'est anormal. Donc il reverse ce qu'il parce que vous ne savez pas combien il a encaissé. Ça, c'était anormal. Aujourd'hui, ce ne sera plus le cas. Donc l'État a son œil direct. Donc chaque fois que Madame Élysée achète un article dans un magasin, aussitôt il paye la TVA, la visibilité est automatique, directe à la DGI. Ce qui veut dire que la traçabilité ne va plus poser problème. Le système, pour faire simple, le système, il ne sera pas déclaratif, comme on le dit. C'est pas quelqu'un. Non, ce n'est plus déclaratif. En fait, c'est avec des automates qui vont permettre à la DGI de suivre
disons, les encaissements en direct, si je peux qualifier ça comme ça. Ça, c'est la première taxe ou la première réforme qui va faire en sorte que le panier de la ménagère ne va plus souffrir comme elle a toujours souffert. Deuxième réforme, je vais citer seulement deux parce qu'il y a tellement de choses, l'émission risque de s'arrêter là-bas. Nous avons ce que nous appelons l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Ça n'a jamais existé dans ce pays. C'est encore Nicolas Kazadi. Voilà des hommes comme celui-là avec des réformes. Ouais, il est en train de nous asphyxier. Déjà, on est pauvres, il est en train de rajouter des impôts et taxes. Ce n'est pas des innovations. C'est l'asphyxie même de la population. D'accord, je vais répondre. Nicolas Kazadi, c'est un puriste sur le plan économique. Voilà des hommes méritoires qui ont de la jugeote économique. Là, c'est le conseiller. Vous sentez, non, ce n'est pas le conseiller, c'est un Congolais qui voit un homme avec des réformes intéressantes, madame. Donc, l'impôt sur les revenus des personnes physiques, notamment vous, il arrivera un moment où à l'aéroport, on regarde votre passeport, on se rassure que vous avez payé votre impôt ou pas. Sinon, vous ne voyagez pas. Mais c'est ça. Parce que nous négligeons. Non, c'est pas la l'asphyxie. Déjà, on ne gagne rien, on est en difficulté. Madame, vous ajoutez d'autres taxes. Vous connaissez le concept de l'élargissement de l'assiette fiscale. Vous connaissez le concept, n'est-ce pas? Je crois qu'ils connaissent. L'élargissement de l'assiette fiscale ne veut pas dire l'augmentation des prélèvements obligatoires. C'est différent. C'est l'augmentation des prélèvements obligatoires qui contribue à la dégradation du pouvoir d'achat. Ce n'est pas le cas ici. Ici, c'est plutôt ce qu'on appelle des niches fiscales qui existaient. Il y avait un vide sur le plan fiscal. Et la République démocratique du Congo, contrairement à ce que vous dites, n'est pas dans une situation de fiscalité confiscatoire. Non. Ça, c'est une fiscalité attractive. Parce que plus nous aurons le nombre de Congolais qui vont payer l'impôt, moins ceux qui sont dans la DGE, la direction des grandes entreprises à la DGI, ne feront plus face à la pression fiscale qui pèse sur eux, parce que c'est des expatriés. Madame, est-ce que vous savez que l'économie du pays était jusque-là entre les mains des expatriés? Ah, c'est encore le cas. C'est encore le cas. Non, mais la situation est en train de changer. Moi, je suis un homme optimiste. Exemple, ils ont tout, ils occupent, ils sont dans tout. Il n'y a aucune réglementation en la matière. Je vais le dire mieux pour vous choquer et choquer ceux qui nous suivent, mais ça nous permettra de changer. Madame Élisée, vous et moi, quand on se réveille le matin, d'abord, on passe nu sur un lit acheté au Brésil. Nous prenons la brosse à dents achetée à Marsavco, ça provient de l'Inde, je ne sais pas. Et puis, tu prends ton téléphone pour communiquer, fabriqué aux États-Unis d'Amérique. Tu démarres ta voiture fabriquée en Allemagne. Et puis, tu es sur une route fabriquée, je ne sais pas par quelle compagnie étrangère. Bref, tu passes toute ta journée, tu vas dans un supermarché acheter des produits exportés. Donc, nous avons une économie totalement extravertie. Donc, une extraversion abyssale. Et là, quand même, le régime de Tshisekedi a du mal. Non, mais le régime Tshisekedi est en train de corriger les tirs. De faire des millionnaires congolais. Alors, je vais répondre à ça. Comme il avait dit. Tshisekedi va faire des millionnaires parmi les jeunes Congolais ou parmi les Congolais. Quand? Je veux vous le démontrer. Je vous rappelle quelque chose dans l'histoire. L'année 2000, 2001, 2002, est-ce que vous savez qu'il n'y avait pas de milliardaires au Nigeria? Je prends un exemple, un cas typique en Afrique. Il y a un homme que je salue beaucoup, Olusegun Obasanjo, l'ancien président nigérian. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, c'est exactement ce que le président inoxydable Tshisekedi est en train de faire. Il a regardé Aliko Dangote, vous le connaissez. Dangote. Et puis vous avez Tony Olumelo. Tony Olumelo, c'est le patron de l'UBA, la banque qui est sur 24 novembre. Mais ces gens-là n'étaient même pas des millionnaires. Ils n'avaient rien, ces gens-là. Tony Olumelo n'était pas milliardaire en 2000. Aliko Dangote n'était pas millionnaire. Mais c'est Olusegun Obasanjo, un peu comme le président Tshisekedi va le faire en République démocratique, qui les a réunis pour dire, mais l'économie du pays est entre les mains des étrangers, faisons quelque chose. Je vais vous donner des petits exemples. Rapidement, il y a eu des dispositions réglementaires et des dispositions légales qui ont fait, par exemple, que si c'est un Nigérian qui vend du café, on n'importe plus les cafés. Il faut que l'on achète les cafés d'ici. Ce qui a fait d'eux des millionnaires, des milliardaires, effectivement. Donc, le président Tshisekedi va faire la même chose. Comment vous pouvez imaginer ici qu'on a des entreprises qui n'appartiennent qu'à des étrangers? Ou dans le parc commercial, on n'a pas de Congolais qui sont actionnaires. C'est anormal. Mais le problème c'est ça que le président Tshisekedi quand est-ce qu'on aura tout cela? Quand est-ce qu'on aura une banque congolaise? Toutes les banques sont étrangères. Ça va devenir une réalité. Mais sauf qu'il ne reste plus que 4 ans et 11 mois. Et voilà quoi, il n'y a pas beaucoup de temps
par rapport à ça. Le temps, c'est pas comme si le président Tshisekedi allait être ad vitam aeternam à la tête du pays. Hein? Non. Donc le temps ne joue pas forcément. Mais une seule chose que je dois vous dire, c'est que vous aussi là où vous êtes, vous devez aimer le président de la République et votre pays, et vous devez déverrouiller les potentiels qui sommeillent en vous dans le sens d'accompagner le président. Vous le faites déjà bien. Oui, mais vous, quand il parle de vous, c'est-à-dire vous également le téléspectateur, vous qui nous suivez, pas moi en tant qu'individu d'ailleurs. On parle de cette tribune, on va prendre quelques stratégies que vous avez essayé d'énumérer pour essayer d'aider le président de la République à consolider ces acquis que vous venez de citer. Je commence par le premier, en fait, la première stratégie. Vous avez dit privilégier la méritocratie dans le choix des animateurs à tous les niveaux. Bon, ne pensez-vous pas que nous soyons déjà mal partis par rapport à ces privilèges au regard de la désignation, des désignations qui se font par exemple au poste des gouverneurs? C'est mal parti quand même. N'oubliez pas que lors de son discours au stade des Martyrs, c'était la prestation des serments, vous vous rappelez, le président a dit quelque chose de bien, de pertinent. Il a dit que désormais, il va briser les erreurs du passé. Vous vous en souvenez? Il faut lui accorder le temps et accorder la chance au président de la République. Nous avons un président qui aime le pays. Madame, avant d'argumenter, vous lisez la Bible, hein? Vous arrivez à lire la Bible. Vous lisez la Bible, madame? Bah, là, il faut poser aux téléspectateurs. S'ils lisent. Lisez, si ceux qui me suivent sont musulmans, sont chrétiens, faut lire, sont bouddhistes. 1 Jean chapitre 3, verset 18. C'est un verset, en tout cas, c'est que j'ai dans ma tête. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 18, il est dit ceci exactement. Petits enfants, il ne suffit pas de dire que j'aime. Le fait de dire j'aime ne suffit pas. Au-delà de l'amour que vous pouvez prononcer verbalement, il faut poser des actes. C'est ça que dit la Bible. Et la Bible est très intéressante parce qu'elle ne s'arrête pas là. Il ne suffit pas d'aimer et il ne suffit pas de poser des actes. Mais il y a un troisième élément capital. Et c'est là mon attention. C'est qu'il faut que les actes que vous posez soient des actes bons, de bonnes intentions. Que ce soit véridique. Et c'est ça l'image que je colle au président de la République. C'est un homme qui aime ce pays. Il commence à poser des actes, et les actes qu'il pose, il les pose avec bonne foi. Maintenant, revenons à la question sur la première stratégie. Les hommes qu'il a toujours choisis, vous voulez nous... Non, je me dis, est-ce qu'il s'y prend pas à partir d'aujourd'hui, c'est ce qu'il doit faire. Du casting, la méthodologie mise en place pour, par exemple... Oui, justement. Mais notre travail ne consiste pas seulement à flatter le président, et là, je commence à le regarder droit dans les yeux pour lui parler. Monsieur le président de la République, ma première stratégie, ce n'est pas une flatterie. C'est pour l'inviter, effectivement, à ne plus avoir peur des acteurs politiques. Parce qu'en réalité, nous avons quelques politiques ou politiciens. Mais en réalité, pour la plupart des cas en Afrique, nous avons affaire à des politicards, madame. Vous le savez, non? Nous avons des politicards. Des gens qui ne viennent là que pour des intérêts mesquins, des intérêts puérils, des intérêts financiers alimentaires. Alors que le pays comme la République démocratique du Congo doit se reconstruire. C'est pourquoi le président doit être rigide cette fois-ci. Il ne faut plus nommer n'importe qui. Mais là, je suis en train de vous dire, est-ce que c'est pas mal parti déjà? Non, c'est pas mal parti. Nous n'avons pas encore de Premier ministre, madame. Mais on est en pleine compétition pour le gouvernorat. On voit comment ça se passe. Est-ce que la méritocratie est mise là, c'est des élections. Et d'ailleurs, mon idée d'ailleurs, là, c'est parmi les stratégies d'ailleurs, si j'allais au-delà des 10. Les gouverneurs, moi je crois que s'il y a révision constitutionnelle, revenons à l'ancien où le président nomme lui-même, il signe des ordonnances, il nomme des gouverneurs. C'était un tollé général quand Kabila commençait à nommer les conseillers spéciaux. Vous étiez, en tout cas, l'UDPS. Et je vais plus loin, à ce niveau-là, parmi les idées que j'ai à l'esprit, il faut supprimer cette histoire des assemblées provinciales, il faut supprimer. Il faut gommer le Sénat. Le Sénat fait quoi dans ce pays? Est-ce que nous avons besoin de 500 députés à l'Assemblée nationale? Non. Nous pouvons mettre 100 députés là-bas, ils vont gérer le pays. Les autres, envoyez-les faire l'agriculture. J'espère qu'on va parler de tout ça. Donc, il faut choisir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Voici un détail que je donne ici. Tout le monde connaît Albert Einstein. Albert Einstein est un physicien théoricien. Voici ce qu'il avait dit, parmi ses grandes idées. Albert Einstein disait que tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson
par sa capacité à grimper sur un arbre, le poisson va croire toute sa vie qu'il est stupide. Mais mettez-le dans l'eau et vous verrez de quoi il est capable. Ça veut dire quoi? Le casting, vous en avez parlé. Que le président regarde, là où il faut placer un économiste, on a besoin d'un économiste. Là où il faut placer un géologue, c'est un géologue qu'il faut mettre. Là où il faut mettre un plombier, c'est un plombier. Au-delà du fait qu'ici, chez nous, on a des théories un peu méphistophéliques du genre, non, nommer n'importe qui, il aura des collaborateurs. Non. Avant d'avoir de bons conseillers, vous, les patrons, vous devez être bons. Mais vous semblez ignorer autre chose, c'est-à-dire l'engagement politique. Oui. C'est-à-dire, ça prévaut. Alors voilà, voilà vous pouvez avoir la compétence, oui. Mais la personne qui est compétente n'est pas engagée politiquement, donc ça devient également un problème. Non, au sein des partis politiques, madame, je vous contredis. Vous n'allez pas me dire que dans un parti politique comme l'UDPS, comme disons le parti des Camères et l'UNC, vous avez beaucoup de partis ici, je ne sais pas tous les citer, pour chaque poste, on n'a qu'un seul candidat. Non. Mais il y a les Congolais, nous avons des expertises, disons des compétences incroyables dans ce pays. Regardez dans votre parti, ici on a besoin d'un géologue. Cherchez un géologue dans votre parti, proposez au président. Et pourquoi pas faire comme à Singapour où le choix des animateurs se fait sur base de la méritocratie, c'est-à-dire on passe par les concours. Pourquoi pas? Ah ouais, on a essayé une fois avec Copyrep, on sait comment ça se termine. Donc après, là, nous nous adressons au président de la République, cette stratégie. On a essayé une fois pour les chefs d'entreprise étatiques avec le Copyrep. Oui. L'expérience ne nous a vraiment pas aidé, même si l'intention elle était bonne. Il y aura toujours, et là nous entamons la deuxième stratégie, la lutte contre les antivaleurs. C'est ça aussi, c'est-à-dire on peut initier certaines réformes, on peut avoir certaines initiatives, mais les antivaleurs nous collent à la peau, quoi. Je vous ai suivi dans une émission avec l'inspecteur général de l'IGF, l'inspection générale des finances, Aline Guetté. Mais même lui, par moment, a des palpitations stomacales par rapport à ce qui se passe dans ces pays. Pourquoi? Parce qu'il arrive des moments où il met la main. Bon, lui n'arrête pas, ce n'est pas son travail. Mais il met à la disposition de la justice des informations sur les prévaricateurs de la République, les fossoyeurs, les destructeurs, les détourneurs des deniers publics. Ces Congolaises et ces Congolais qui se sont immergés dans des antivaleurs. Mais lui ne peut pas arrêter. Mais il constate, malheureusement, un peu comme le chef de l'État lui-même aussi a dénoncé, que notre justice est malade. Il faut la réparer. C'est votre troisième stratégie, c'est ce que je voulais dire, rendre notre justice plus opérationnelle et plus coercitive. Voilà, avec trois principes. L'indépendance de la justice. Elle doit être indépendante. Elle doit être gratuite. Elle doit être gratuite, mais elle doit être aussi... Il y a un troisième principe, la publicité. La publicité, c'est le fait que les audiences doivent se faire en public. Les médias doivent véhiculer l'information pour que tout le monde sache ce qui se passe effectivement. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup d'efforts à fournir en ce qui concerne notre justice. Parce que le travail fait par Aline Guetté, c'est un travail louable. Aline Guetté a posé des gestes salvateurs dans ces pays en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Regardez cet homme-là. Moi, je les vois comme... Mais des Congolais comme ça, ils étaient où depuis tout ce temps? C'est un homme qu'il faut encourager. Il est intrépide. Il n'a peur de personne. Déjà, quand il vous regarde dans les yeux, vous avez peur. Voilà un homme qui a bien accompagné le président de la République, qui est en train de vouloir cristalliser la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Des choses qui n'existaient pas. Avec le contrôle a priori, les contrôles concomitants et les contrôles a posteriori. Ça marche dans les entreprises publiques, ce qui fait qu'avant de voler aujourd'hui, vous réfléchissez deux fois. Parce que la peur du gendarme. Et donc, ça fait partie des acquis qu'il faut consolider, qu'il faut absolument améliorer consolider. Et perfectionner. Il faut consolider. Vous avez parlé de la diversification économique et la création d'une chaîne de valeur. Ça, c'est très important. Agricole. On en parle. On en parle. Il y a des gens qui disent qu'il faut diversifier l'économie, mais quelque temps après, il y a cette ruée vers les carrés miniers. Tout le monde, on reste focus sur les mines. Ça y est, les bonnes intentions, tout le monde en a, mais la pratique... Je n'ai pas la science infuse, mais tout ce que je dois dire ici, c'est qu'il n'y a pas un pays au monde qui est devenu pays émergent grâce aux mines. Je ne vois pas assez. Là, tout le monde le dit. Hein? Oui. Les pays qui se sont développés à travers le monde, c'est à travers l'agriculture. C'est quoi la diversification de l'économie? La diversification de l'économie, pour nous,
congolais doit avoir une focalisation sur l'agriculture. Vous l'avez bien dit. L'agriculture ne suffit pas. Je vais utiliser un néologisme. Le néologisme que je vais utiliser, c'est l'agriculture. Un autre nom, vous venez d'inventer. Non, je n'invente pas. Quand je dis néologisme... Je pense avoir ma dose là. Okay. Le néologisme existe, il s'appelle l'agribusiness. C'est pas moi qui ai inventé ça. Bah ouais, après tu sais quoi. Oui, après, je me suis dit... Donc ces néologismes, je vais les définir et donner quelques éléments qui démontrent pourquoi le président Tshisekedi doit être salué, applaudi. C'est un homme héroïque. C'est un homme qui fait des choses époustouflantes pour la République démocratique du Congo. Mais l'agribusiness, c'est une solution importante. Vous qui critiquez le président de la République du matin au soir, vous perdez votre temps. Nous nous plongeons de plus en plus dans ce que je qualifie de révolutions inexorablement exponentielles, de la médiocrité collective, normalisée à outrance, au vu et au su de tout le monde, avec délectation morose. C'est l'inversion de l'échelle des valeurs. Nous devons briser tout ça. Parce que le président est en train de travailler, il faut l'encourager en lieu et place de nous auto-flageller. L'agribusiness est une solution miracle pour la RDC. Et je vous annonce le fait que l'agribusiness, à travers la diversification de l'économie, va permettre à la RDC d'être placée sur la trajectoire des pays émergents. Qu'est-ce qu'il a fait et parce que le président en avait déjà parlé, oui. Mais comme s'il avait du mal à passer à la Je vais démontrer ce qui va être fait. Je suis un Congolais informé, mais je n'ai pas la science infuse. L'agribusiness, c'est quoi? C'est l'augmentation significative de la production agricole. Il faut qu'il y ait une augmentation, première chose. Deuxième chose, c'est la transformation. Là, vous voyez la mécanisation qui intervient, donc l'industrialisation. Et en troisième lieu, lorsque nous parlons de l'agribusiness, c'est la commercialisation. Il y a là-bas l'effort des services. Trois choses importantes. Alors, quels sont les effets d'entraînement de tout ce que je viens de dire là? C'est que l'agribusiness va aboutir à quoi? Les Congolais vont accéder à une nourriture saine, suffisante et nutritive. C'est l'autosuffisance alimentaire qui va s'imposer. Toujours dans ce cadre-là, nous allons, madame, vous savez qu'on déconseille de manger la viande. Il ne faut pas manger trop de viande dans la vie. Tout le monde le sait. Il faut être végétarien. Donc, ce sera le végétarisme. Vous allez faire des Congolais des véganes ou quoi? Non, mais le végétarisme est prôné à travers le monde, c'est ça, la nourriture? Oui, il faut devenir végétarien. Il faut juste des plats équilibrés, pour manger vivre... un peu de viande, un peu de légumes. Non, pas trop de viande. Mais oui, mais il faut mais pour vivre pendant longtemps, il faut être végétarien, madame. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui arrive, il y aura surproduction dans le secteur agricole. Et la surproduction ici, c'est une production supérieure à la demande solvable sur le plan économique. Ça veut dire que nous pouvons commencer à exporter. Notre balance commerciale ne sera plus déficitaire. Mais qu'est-ce qui empêche actuellement le président? Mais c'est ce qui va se faire. Vous parlez de tout ce qui est bio, vous parlez de l'agriculture. Non, là, c'est des choses qui vont se faire. Voilà, mais moi, je me dis, le président lui-même avait dit une fois, quand il est arrivé à Kinkole, j'ai trouvé la clé pour mettre un terme à la faim. Oui. 2 ans, 3 ans après, bon, la porte a du mal à s'ouvrir avec la clé. Oui, mais 3 ans après, qu'est-ce qui a été fait? Donc, le second quinquennat ici, c'est un quinquennat de parachèvement des chantiers structurels, madame. Et ça, c'est un chantier structurel, il n'est pas conjoncturel. Troisième chose que je vais citer ici, les contingentements. Le terme est peut-être compliqué, c'est l'économie. Ça s'appelle les quotas. Vous n'avez pas eu honte dernièrement lorsque nos amis du Katanga, qui importaient tout de la Zambie en termes de maïs, c'est honteux. Le contingentement, c'est la négociation qui porte sur quelle quantité vous recevez. D'ailleurs. Donc le contingentement va se transformer. Il ne sera plus un contingentement à l'importation, mais ce sera un contingentement à l'exportation. Parce que, en lieu et place d'importer, nous allons commencer à exporter les produits issus de l'agriculture, qui seront transformés localement. Dernière chose que je vais dire à ces propos, et ça c'est capital, madame. Le président Tshisekedi va mettre fin à l'exode rural. L'exode rural. Les gens quittent le village, ils veulent venir en ville. Il se passera autre chose. Il y aura exode urbain. L'exode urbain, c'est le fait que tous ces politiciens, bon, ils ne sont pas nombreux les politiciens, excusez-moi, nous avons beaucoup de politicards.
Des gens qui n'ont rien à faire, ils ne maîtrisent aucun domaine de la vie, son métier c'est la politique. C'est quoi cette histoire-là, une carrière en politique? Et certains l'assument quand ça fait 30 ans que la Nous personne fait la devons politique, trouver des moyens pour que tout le monde rentre au village. C'est ça l'exode urbain. Tout le monde doit aller cultiver. Nous deviendrons des millionnaires, des milliardaires avec ça. Donc, l'exode urbain par quel va mécanisme aller donc, c'est-à-dire, crescendo. il faut qu'il y ait une loi ou des mécanismes incitant aux urbains de rentrer. Le pays est dirigé par des voies légales et des voies réglementaires. Même si les lois ne viennent pas encore, des dispositions réglementaires, des arrêtés ministériels, tout ça, ça peut déjà régler les problèmes. Et la RDC va cesser d'être un pays monoproducteur et mono-exportateur. C'est quoi mono? Mono, ça veut dire, nous nous focalisons que sur les mines, un seul secteur. C'est à travers celui-là qu'il y a des exportations. Et encore qu'il faut souligner que ce n'est pas des exportations congolaises. C'est des expatriés qui sont dans le secteur minier. Citez-moi combien de Congolais ont investi dans le secteur, ont acheté des titres miniers dans ces pays, qui exploitent, qui gagnent des millions, à part l'artisanat. Vous en connaissez? Non. Le président Tshisekedi veut inverser la tendance. Inverser la tendance, on va très bientôt terminer avec cette émission. Il y a la construction des infrastructures. On en avait parlé tout au début de cette émission. La réduction, alors là, je voulais qu'on en parle, la réduction des dépenses publiques. Très bien. Vient par exemple en 6e ou 7e position. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire nous allons faire. On peut le faire déjà. On peut le faire maintenant, mais oui. pourquoi on ne le fait pas? Vous avez raison. Pourquoi on le fait Je pas? vais encore jeter des fleurs à quelqu'un, Nicolas Kazali, le ministre des Finances. Il a trouvé, par exemple, dans ce ministère comme celui-là, excusez-moi de parler des choses qui sont censées être considérées comme des secrets, mais je le dis quand même. Moi, je suis un homme, je n'ai pas ma langue en poche. Il a trouvé des primes incroyables dans certains trucs. Il a commencé à supprimer les primes. Les réformes de Nicolas Kazali, c'est ce qui fait que les gens, parfois, ne l'aiment pas pour rien. Alors, c'est un homme positif. Un Congolais, un patriote qui aime ses pays. Mais oui, mais avec quel impact? Si tout le monde peut faire comme le ministre des Finances Nicolas Kazali l'a fait, mais ce pays va décoller. Mais avec quel impact? Les députés nationaux, oui, j'y arrive. Là, je regarde le président de la République dans les yeux. Monsieur le président, les salaires des députés nationaux agacent les gens. Ça exaspère les Congolais. Alors ceux qui disent non, c'est parce que nous devons aller construire. Un député ne construit pas des routes. Non, ça c'est le président lui-même qui l'a dit. Hein. Non, c'est pas les députés qui disent. Non, c'est pas le président a dit ça dans son discours et dernièrement encore lors de la conférence de presse. Il a dit ça dans ce sens que le fait pour les Congolais, députés nationaux, de penser qu'ils doivent avoir plus pour des raisons, il était en train de fustiger cela. Nous devons mettre fin à des salaires exorbitants pour les politiques. Les institutions politiques sont trop budgétivores. Nous devons y mettre fin parce que cet argent-là peut être utilisé soit pour financer la guerre, soit pour financer l'entrepreneuriat. Mais là, ça ne peut pas être une projection. Pourquoi on ne le fait pas? C'est ça qui va se faire, je pense. Pourquoi on ne l'a pas fait avant? Non, mais il a trouvé un pays exsangue. Mais oui, il y a que 2 ans et demi. Et à part FCC Cash, alors, à partir de maintenant, pourquoi il l'a passé? Il faut compter sur le président de la République. Vous lui faites confiance ou pas? Vous faites confiance vous posez la question aux téléspectateurs. Non, ce sont les téléspectateurs qui nous suivent. Oui, oui. Je crois qu'il y en a qui suivent, sinon il ne serait pas élu avec 73%. C'est-à-dire s'il a été élu avec ce pourcentage-là, c'est qu'il y a une bonne partie des Congolais qui ont confiance en lui. Rapidement, on termine. Là, je me suis dit, investir dans l'électricité, 2 besoins vitaux, mais que vous reléguez carrément. Je peux dire quelque chose là-dessus rapidement, parce que là, on va terminer avec pour l'électricité, par exemple, les gens doivent savoir qu'il y a 3 étapes importantes. Nous avons la production énergétique, le transport et la distribution. Mais le réseau est vétuste. Il faut reprendre à zéro. Construire Inga, pour ceux qui n'ont pas d'informations, et là encore, bon, je suis un peu bizarre dans ma façon de parler, mais je suis direct, c'est qu'il y a des Congolais. Vous savez, quand vous êtes ignorant de votre ignorance, vous êtes plus dangereux que l'acide dans la bouche. J'ai entendu des gens dire, mais le président, il n'a pas donné le courant. Il ne peut pas donner l'électricité en 2 ans et demi, c'est impossible. Pourquoi? Parce que Inga, pour fixer Inga, c'est 10 ans minimum, même si les moyens sont prêts, les ressources humaines sont prêtes. Ça prendra 10 ans minimum, madame. Ça, c'est des informations vérifiables. Je ne suis pas en train de blaguer devant la caméra. Il aura le temps, il va commencer. Mais on a le soleil gratuit, pourquoi? Il n'y a pas que alors, Inga, pour l'instant, nous sommes dans le rafistolage. C'est un rafistolage justifié. Mais nous nous débrouillons bien. L'eau. Pour l'eau, je suis très mécontent parce que
je me révolte Très souvent. mécontent contre Vous qui? savez que le fleuve Zaïre, notre fleuve ici, a le débit le plus élevé en Afrique. 410 000 mètres cubes par seconde. C'est plus que les pays du Sahel. Vous connaissez la bande sahélienne? Des pays comme le Sénégal, la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, les pays du Sahel. Mais la population a accès à l'eau, alors qu'ils n'ont même pas un fleuve comme les nôtres. Ouais, Ici, à qui la faute? Oui, mais regardez, À qui la le faute? président est en train d'investir dans cela. Rassurez-vous que vous serez satisfait. Nous allons étancher la soif des Congolais. On vous prendra au mot. Très bien. Après Gardez 5 ans, mes vidéos. vous Nous verrons à la fin de 2028. On va terminer cette émission avec une dernière question. Elle concerne l'une des stratégies que vous avez proposées, Oui. investir dans l'armée. Et comme je l'ai dit, Très en bien. faisant le briefing, je disais, mais vous avez réservé. Dans l'armée. Franchement, l'armée, c'est loin. C'est comme si c'était quelque chose qui n'était pas important, alors que c'est vraiment la chose la plus importante, investir Vous avez dans raison. l'armée. Aujourd'hui, comment on fait? Si on n'est pas en sécurité, rien de ce que j'ai cité ici ne pourra être possible. Je suis totalement d'accord avec vous, madame. Ouais. Mais laissez-moi vous rappeler 2-3 faits. Paul Kagame, ou le Rwanda, est venu en République démocratique du Congo avec une seule mission, de chasser... Bon, on parle là de l'armée, Oui, pas encore oui, de Paul Kagame. Oui, de l'armée. Oui, je suis dans l'armée. Ce que j'ai dit est pertinent. Ok. Parce que la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, ce n'est pas le M23, ce n'est pas une guerre de rébellion, madame. C'est une guerre d'agression. C'est un pays voisin qui nous fait la guerre. Voilà pourquoi je commence par le Rwanda, par là où se trouvent les problèmes. Le Rwanda est venu en RDC, entre guillemets, pour chasser les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR. Mais subitement, de façon méphistophélique, le Rwanda s'est substitué en premier producteur du coltan. Mais c'est quand même étonnant ça. Vous devenez producteur du coltan comment? Mais l'information la plus importante que je donne ici, ce n'est même pas une information, c'est un secret de polichinelle. Le président de la République, Félix Tshisekedi, en si peu de temps, alors que nos amis, 18 ans au pouvoir, n'avaient jamais compris qui était le véritable instigateur de la guerre en République démocratique du Congo. Mais Félix Tshisekedi, en si peu de temps, a déniché le Rwanda pour dire ce n'est pas le M23, je ne veux pas négocier avec le M23. C'est le Rwanda qui attaque. Le M23, c'est le Rwanda déguisé. Ça, c'est capital. Troisième chose que je vais dire, je suis quand même un peu satisfait parce que c'est une guerre injustifiée. Le coltan du Rwanda, c'est le coltan du sang. Le développement du Rwanda, c'est le développement du sang. Ils vont en payer le prix. En tout cas, ça n'empêche pas, par exemple, l'Union européenne de signer des MOU. Mais c'est diabolique avec, tout ça. Permettez-moi les termes, c'est diabolique. Et le Rwanda va en payer le prix. Ce pays, tôt ou tard, j'aime pas utiliser, nous allons tout récupérer en termes de territoire. Comment on investit dans l'armée? On commence comment? Ah, je donne un seul exemple. Et est-ce que vous savez que le président a signé une ordonnance loi portant programmation militaire? Et dans cette loi, qui va de 2022 à 2025, mais tout est prévu dedans. Le budget, les équipements, le fonctionnement, tout ce qui concerne l'armée, il faut lire la loi, l'ordonnance loi portant programmation militaire. Donc c'est une sorte d'avancée parce que c'est une loi qui n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Et vous avez compris pourquoi Félix Tshisekedi est le président le plus politiquement correct. Il est le plus crédible. C'est lui que les Congolais aiment le plus. C'est le président qui a un amour, je vais dire, incommensurable pour son peuple. Et nous avons de la prédilection pour lui. Voilà pourquoi il a été réélu massivement. Il a battu tous ses adversaires à plate couture. J'ai envie de dire que c'est par ces qualificatifs glorifiques à la gloire du président de la République qu'on est obligé de mettre un terme à cette émission. Oui, on n'a pas de choix, mais apparemment je n'ai rien dit parce qu'il y a tellement de choses à dire. Non, vous avez tellement dit que j'espère que ceux qui nous ont suivis ont essayé de comprendre quels sont les acquis, quels ont été les acquis du président de la République. Je peux dire juste un mot pour conclure. Rapidement. Je veux dire ici que la République démocratique du Congo était un pays totalement malade. Il était à l'état comateux. Il était totalement malade. Dans une salle d'urgence, en lieu et place de la réanimation. Alors voici un président qui arrive, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un pays qui était dans le coma, en train d'être soigné. Il est presque sorti du coma, ce pays, la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est un pays florissant aujourd'hui. Et je vous assure que malgré tout ce que nous rencontrons comme difficulté, ce pays va reprendre du poil de la bête.
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et les téléspectateurs de Dites-nous la vérité qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre se feront une idée de vos réponses et de l'avenir, du devenir du pays sous le régime, sous la houlette du président Félix Tshisekedi. Anissé Yorombora Nyama, communicateur de la patrie, psychologue. Nous étions très heureux de vous recevoir. À chacun d'entre vous, on se dit au revoir. À très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. Dites-nous